Il est 3h30 du matin. Il fait encore complètement noir. Il fait froid, ce froid humide de Pologne qui pénètre jusqu'aux os. Tu dors, si l'on peut appeler ça dormir, sur une couchette en bois à 3 niveaux, en partageant l'espace avec 9 autres personnes dans un renfoncement prévu pour 4. Et puis tu entends le son. Un sifflet strident perce l'obscurité comme une lame. Des cris en allemand brisent le silence. Aufstehen! Raus! Schnell! Lève-toi, sors, vite. Tu n'as pas le temps de penser. Tu n'as pas le temps d'émerger lentement. Si tu n'es pas debout en quelques secondes, un capot entrera et te frappera avec sa matraque. Tu as déjà vu ce qui arrive à ceux qui ne bougent pas assez vite. Bienvenue dans un nouveau jour à Auschwitz, le complexe de camp le plus vaste et le plus efficace du Troisième Reich. Un jour qui pourrait être ton dernier. Car ici, la mort n'arrive pas seulement dans les chambres à gaz. Elle arrive pendant le travail forcé. Elle arrive pendant les sélections. Elle arrive par la faim, par le froid, par la maladie, par un SS de mauvaise humeur, par un capot qui a besoin de décharger sa frustration. La mort est issue de cambrioler partout, tout le temps, à l'affût. Mais avant la mort, il y a la journée. 18, 20, parfois 22 heures d'existence que tu ne peux pas appeler une vie. Ce n'est que de la survie, endurée. Compter les minutes jusqu'au moment où tu pourras te recoucher, en sachant que demain, il faudra tout recommencer. Aujourd'hui, tu vas vivre une journée entière à Auschwitz. Du réveil brutal avant l'aube jusqu'à l'effondrement épuisé de la nuit. Chaque tranche de temps, chaque activité, chaque terreur, chaque humiliation, chaque stratégie désespérée de survie. Ce ne sera pas facile à écouter. Ce sera inconfortable. Ce sera perturbant. Ce sera angoissant. Mais c'est nécessaire. Parce que 6 millions de Juifs, ce n'est pas seulement un chiffre. Ce sont des millions de journées individuelles comme celles que tu es sur le point de traverser. Des millions de fois où quelqu'un s'est réveillé au sifflet, a senti ce froid, a enduré cette faim, a vécu cette terreur. Et la plupart n'ont jamais vu mention d'un autre jour. Voici l'histoire d'une journée à Auschwitz. Prépare-toi, parce qu'une fois que tu sauras cela, tu ne l'oublieras jamais. 24 heures en enfer. Le sifflet continue pendant que tu essaies de bouger. Ton corps réagit avant même que ton esprit ait fini de se réveiller. C'est un pur instinct dressé à coups de matraque au fil des jours, des semaines, des mois. Tu es sur la couchette du haut, la position la plus privilégiée, parce que tu es plus loin du sol glacé et humide. Mais ce privilège a son prix. Le plafond est à quelques centimètres de ton visage. Tu ne peux pas te redresser. Tu dois rouler vers le bord et glisser vers le bas en faisant attention à ne pas tomber sur les autres. Tu partages cette couchette avec 4 autres personnes pendant la nuit. Dans ce froid brutal, ils se sont collés à toi pour chercher de la chaleur. Maintenant, vous êtes tous emmêlés dans une masse de corps squelettiques. L'un d'eux ne bouge pas. Il pourrait être mort. Il est probablement mort. Ça arrive toutes les nuits. Quelqu'un s'endort et ne se réveille pas. À Auschwitz, même mourir en silence fait partie de la routine. Personne ne porte le deuil. Il n'y a pas le temps. La journée ne s'arrête pour personne. Tu glisses hors de la couchette et tes pieds, presque nus, touchent entre le plancher de bois rugueux. Le froid n'est jamais resté, mais comme un coup physique. La baraque n'a pas de chauffage. En hiver, la température à l'intérieur est à peine un peu plus élevée qu'à l'extérieur. Et dehors, il dit plusieurs degrés sous zéro. Tu cherches à tâtons tes sabots en bois. Ils font 2 pointures de trop. Ils glissent, t'ouvrent des ampoules, transforment chaque pas en douleur. Hier, tu as essayé d'envelopper tes pieds avec un morceau de tissu pour éviter que tes talons ne saignent. Un capot l'a vu et t'a frappé pour vol de matériel.
Aujourd'hui, tu ne tentes pas. Aujourd'hui, tu veux juste survivre jusqu'à l'aube. Sur le bord de la couchette, caché là où personne ne devrait regarder, se trouve ton trésor le plus important. Une miette de pain sèche, écrasée, enveloppée dans un bout d'étoffe. Ce n'est pas un petit déjeuner. Ce n'est pas un repas. C'est un talisman. Un rappel que si tu la gardes, demain tu pourras peut-être tromper ton estomac 5 minutes de plus. Tu la touches panettée pour vérifier qu'elle est toujours là. Que personne ne l'a volée pendant la nuit. Que tu as encore quelque chose que tu peux contrôler. Autour de toi, des centaines d'hommes font la même chose. Certains se lèvent vite. D'autres traînent, hébétés par la fièvre ou par la faim. Dans un coin, quelqu'un tousse avec un son creux. Tuberculose. Dans un autre, un homme se tient le ventre et se plie, essayant de contenir la dysenterie. Ici, le corps ne t'appartient plus. C'est un problème que tu tires derrière toi. La baraque, conçue pour abriter des animaux ou des soldats, est bondée. Des gens dorment par terre. Des gens dorment dans les couloirs. Des gens dorment dans le moindre creux. Les corps s'empilent parce que l'espace vaut plus que la dignité. L'air est écœurant. Il sent la sueur rance, l'urine, les excréments, la maladie, les vêtements mouillés, les plaies infectées. Les fenêtres sont scellées pour conserver la chaleur. Résultat, une atmosphère étouffante d'humanité réduite à son état le plus dégradé. Dans un coin, il y a un seau qui sert de latrine nocturne. Il déborde. Chaque nuit, des dizaines de personnes atteintes de dysenterie l'utilisent. Au matin, le sol autour est scié et taché d'un liquide fétide. Tu dois traverser cette zone pour atteindre la porte. Les couchettes sont des planches, pas de matelas. Si tu as de la chance, une couverture fine partagée à plusieurs. Pas d'oreiller. Tu dors sur du bois dur. Ton corps, déjà réduit à de la peau sur des os, développe des escarres qui ne guérissent jamais. Et les couchettes sont infestées. Des poux, des milliers, peut-être des millions. Tu les sens bouger dans tes vêtements, sur ta peau, dans les coutures de l'uniforme. Ils piquent sans arrêt. Tu te grattes jusqu'au sang. Les poux transmettent un typhus. Il y a aussi des puces, des punaises, des rats qui courent sur les couchettes la nuit et mordent parfois les dormeurs. Parfois tu te réveilles parce que tu sens un rat te traverser la poitrine. L'homme de la couchette d'à côté, dont tu n'as jamais su le nom, finit par bouger. Il a les yeux creusés, la peau jaunâtre, le regard perdu. Il a probablement de la fièvre. Il sera probablement mort bientôt. Tu essayes de ne pas trop le regarder, parce que son visage te rappelle un avenir possible. Soudain, la porte s'ouvre. Un capot entre en hurlant. C'est un détenu comme toi, mais avec de l'autorité. Certains capots sont d'une brutalité sadique. Ils jouissent du pouvoir minuscule qu'on leur a donné. D'autres font juste le minimum pour ne pas perdre leur poste. Celui-ci fait partie des premiers. Il tient une matraque en bois. Il la balance en avançant dans le couloir, frappant quiconque ne bouge pas assez vite. « Schnell! Schnell! » Il frappe un vieil homme qui a du mal à descendre de la couchette. Le coup le jette au sol. Personne ne l'aide. Aider attire l'attention. L'attention signifie des coups. Appel dans 5 minutes. Si vous n'êtes pas dehors, je vous tuerai moi-même. Ce n'est pas une menace en l'air. Les capos ont ce pouvoir. Et ils l'utilisent. Tu as besoin d'aller aux latrines. Ton ventre se tord. La dysenterie chronique est presque universelle. Mais il n'y a pas le temps. L'appel n'attend pas. Il va falloir tenir. Tu as appris à contrôler ton corps d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Sur le côté, le Stubendienst, le prisonnier chargé des tâches du baraquement, pousse un corps vers la sortie. Il ne le traîne pas avec précaution. Il ne peut pas. Il est pressé. Le mort doit être présent au comptage. Même s'il ne respire pas, il compte encore.
À Auschwitz, même un cadavre a un numéro qui ne peut pas manquer. Ce détail, voir comment les morts deviennent une partie de la discipline, est l'un des coups les plus glacés de cet endroit. Ici, la vie et la mort sont administrées avec la même bureaucratie. Tu sors de la baraque vers l'obscurité d'avant l'aube. L'air libre est encore plus froid, mais au moins il est moins chargé d'odeur. Le ciel est une masse noire, sans étoiles visibles. Une ligne de barbelés électrifiés découpe l'horizon. Des miradors avec des projecteurs, des silhouettes de gardes immobiles comme si elles faisaient bien une partie du décor. Le sol est si dur et gelé. En été ici, ce serait de la poussière. En hiver, c'est de la glace, de la boue figée et de la neige tassée. Tu marches avec prudence parce qu'une chute peut signifier un coup, une punition, une fracture qui t'envoie directement au Revier, l'infirmerie, et de là à une sélection. Au centre du camp s'étend l'Appelplatz, la place d'appel. Des milliers de prisonniers se mettent en rang parfait. Il faut se tenir par 5 en profondeur, parfaitement alignés. Les SS sont obsessionnels là-dessus. Si les rangs ne sont pas droits, on ordonne de recommencer. Et pendant ce temps, tout le monde attend, debout dans le froid. Tu te places à ton endroit habituel. Tu connais ta position exacte parce que tu l'as répétée des centaines de fois. Tu es à la 3e rangée, place numéro 47. Tu l'as mémorisée parce que le chaos se paye cher. Ne pas savoir où te mettre signifie cri, coup, punition. Le vent te coupe la peau. Tu portes l'uniforme rayé, un pantalon fin, une veste légère, rien dessous. Pas de sous-vêtements. Le tissu est usé. Il ne protège de rien. Certains prisonniers glissent des bouts de papier sous leurs vêtements pour isoler un peu. Si on les attrape, on les frappe. Et pourtant, toi aussi, tu portes un morceau contre ta poitrine. Ça ne fait pas de miracle, mais ça aide un peu. Tu dois tenir ta casquette contre ta cuisse selon un angle précis. Si tu la tiens trop haut ou trop bas, un garde peut te frapper. Tu as vu des hommes mourir à coups de bottes ou de crosses pour un geste infime. À Auschwitz, le corps apprend d'une discipline absurde. La bonne posture pour ne pas être détruit. Ton corps commence à trembler de manière incontrôlable. Tu essayes de rester immobile parce que bouger attire les regards. Mais tes jambes frissonnent, tes mains tremblent, tes dents claquent. Le tremblement est une trahison de ton propre corps. Un homme à côté de toi s'effondre. Il tombe, simplement. Personne ne bouge pour l'aider. Quitter la formation est interdit. Un capot s'approche, le frappe à la matraque en hurlant qu'il se relève. L'homme ne réagit pas. Il est inconscient ou mort. Le capot fait un geste et 2 prisonniers le traînent jusqu'à un tas de corps sur le côté. Plus tard, quelqu'un le ramassera, vivant ou mort. Les minutes s'étirent. 10, 20, 30. Le ciel s'éclaircit à peine, mais le froid ne lâche pas. La vapeur de ton souffle forme de petits nuages devant ton visage. Tes pieds, enfermés dans des sabots en bois, sont engourdis. Tu ne sens plus tes orteils. Tu sais que les gelures ne font pas mal au début. La douleur vient après, comme une facture. 40 minutes. Certains n'en peuvent plus et se font dessus en urinant. Le mélange de honte et de soulagement ne dure que quelques secondes jusqu'à ce que l'urine refroidisse et colle à la peau. Les gardes le voient, rient, lançant des remarques. D'autres défèquent en silence et ne peuvent plus bouger. L'odeur reste piégée entre les rangs, mélangée au souffle et à la fumée. 1 heure passe avant que, enfin, les officiers SS apparaissent. Ils marchent lentement, bien couverts, comme si le temps n'avait aucune importance. Pour eux, il n'en a pas. Pour les prisonniers, chaque minute est une petite torture. Le comptage commence. 2 officiers parcourent les rangs en comptant à voix haute. Un Blockschreiber, le détenu scribe, tient une liste. Le nombre des présents doit correspondre au nombre attendu. L'obsession n'est pas l'ordre.
c'est le contrôle. Si quelqu'un manque parce qu'il est fat, parce qu'il est mort, parce qu'il est c'est trop malade pour sortir ou parce qu'il a tenté de s'évader, les chiffres ne collent pas. Le premier comptage dure une demi-heure. Les résultats ne coïncident pas avec le chiffre attendu. Encore! Tout le monde continue de geler sur place. Deuxième comptage, encore 30 minutes. Toujours pas. Le froid s'incruste dans les os. Les muscles font mal à force d'être tendus si longtemps. Ton esprit peine à rester alerte. Le sommeil, même ici, te guette. Au troisième essai, après presque 2 heures debout, les chiffres finissent par correspondre. Ils découvrent que 3 prisonniers manquent. 2 sont morts pendant la nuit dans les baraques et 1 a tenté de s'évader. La fuite a échoué. Ils l'ont attrapé. Ils l'exécuteront pour l'exemple. Le commandant annonce que cette exécution sera publique. Il le dit comme on annonce une leçon. Et à Auschwitz, les leçons se paient toujours par le sang. Quand on pourrait croire que c'est déjà assez d'horreur pour une matinée, arrive une autre ombre encore plus redoutée. La sélection. Il n'y a pas une sélection tous les matins, mais cela arrive assez souvent pour vivre avec cette peur en permanence. Aujourd'hui, il y en a une. Tu le sais à l'instant où tu vois le médecin SS avancer vers l'Appellplatz, entouré d'officiers. C'est le docteur Joseph Mengele. Tu le reconnais. Tout le monde le reconnaît. Sa silhouette est devenue une légende macabre du camp. Certains l'appellent l'ange de la mort. D'autres, simplement, le docteur. Il est jeune, impeccable, uniforme repassé, bottes brillantes, gants blancs. Il semble plus à sa place à une soirée de gala que dans un abattoir humain. Il siffle une mélodie comme si l'air n'était pas rempli de gens qui tremblent. D'un geste, en décidant gauche ou droite, il détermine qui reste utile pour travailler et qui sera envoyé à la mort. On ordonne à tout le monde de se déshabiller. L'ordre tombe comme un coup de poing. Mais il n'y a pas de choix. Avec des doigts engourdis, tu commences à enlever ta veste, ton pantalon, tes sabots. Autour de toi, des milliers de corps maigres font la même chose. En quelques minutes, une foule entière se tient complètement nue sous l'air glacé. L'humiliation est presque aussi brutale que le froid. Chaque côte, chaque cicatrice, chaque plaie est exposée. Ton ventre creusé, tes bras comme des branches, tes jambes fragiles. Tu ne te reconnaîtrais même pas, et pourtant, l'instinct t'oblige à feindre la force. Redresser le menton, tirer les épaules en arrière, faire comme si tu pouvais encore tenir. Mengele avance avec d'autres médecins. Ils observent Nin comme on observe du bétail. Tu n'es pas une personne, tu es du matériau humain. Celui-là, celui-là, celui-ci. À chaque fois qu'il désigne, un homme est tiré et mis à part. Personne ne demande. Personne n'a besoin qu'on lui explique ce que signifie ce geste. Tout le monde sait que ce groupe finira dans les chambres à gaz. Quand le docteur s'arrête devant toi, ton souffle se bloque. Ses yeux parcourent ton corps en 2 secondes. Tu essayes d'avoir l'air plus solide. Tu te tiens droit, tu gonfles la poitrine, tu pinces tes joues pour leur donner de la couleur. Tu mordes l'intérieur de tes lèvres pour qu'elles paraissent rouges. Paraissent rouges. Des trucs désespérés, transmis comme des secrets à voix basse. Mengele te regarde dans les yeux un instant. Pendant une fraction de seconde, il semble te voir. Puis son regard glisse, et sa canne pointe l'homme à côté de toi. Pas toi. On l'écarte. Le soulagement est si violent que tu as presque un vertige. Et la culpabilité arrive collée au soulagement. Tu as survécu à cette sélection. Lui, non. Tu as partagé la baraque avec cet homme pendant des semaines. Tu as entendu sa toux la nuit. Tu ne le reverras plus. Quand ils ont fini, des centaines ont été mis à part. Des destins scellés en quelques minutes. On vous laisse vous rhabiller.
Tes doigts tétés ne répondent plus. Tu as du mal à remettre tes sabots, à remonter ton pantalon, à fermer ta veste. Les gardes crient et frappent ceux qui traînent. Ce n'est pas la hâte, c'est le plaisir de dominer. L'appel se termine. À ce moment-là, la matinée est déjà bien entamée. Tu es resté des heures tes yeux debout, nu ou à moitié nu, sous un froid extrême. Et la vraie journée n'a pas encore commencé. Enfin, on vous laisse aller recevoir ce qu'ils appellent le petit déjeuner, un demi-litre d'un liquide brun qui prétend être du café. Ce n'est pas du café, c'est de l'eau chaude avec un substitut amer. Ça n'apporte pas de calories, ça ne nourrit pas, mais c'est chaud. Et cette chaleur qui descend dans la gorge est ce qui se rapproche le plus d'un réconfort. Certains, s'ils ont réussi à garder un morceau de pain de la veille au soir, le trempent dans le liquide pour le ramollir. Le pain est dur, parfois moisi, presque impossible à mâcher avec des bouches pleines d'ulcères et des dents perdues. Chaque bouchée est un calcul. Manger lentement pour tromper l'estomac, manger vite par peur qu'on te le vole. Tu as quelques minutes, rien de plus, parce que le travail n'attend pas. Et avant le travail, les latrines. Les latrines sont l'un des endroits les plus infernaux du camp. C'est une longue baraque avec des planches de bois percées à intervalles réguliers, des trous alignés les uns à côté des autres. Pas de mur, pas de porte, pas d'intimité. Seulement une file interminable de corps accroupis, épaule contre épaule, essayant de se vider pendant qu'un capot surveille. Le temps s'est chronométré. 2 minutes, pas plus. Celui qui traîne reçoit un coup et est tiré dehors même s'il n'a pas fini. Ceux qui souffrent de dysenterie souffrent davantage. Beaucoup n'arrivent pas à tenir pendant le travail et se salissent pas. Et se salir n'est pas seulement honteux, c'est un motif de punition. Il n'y a pas de papier. Pour s'essuyer, il y a des bâtons avec des chiffons crasseux attachés au bout, utilisés par des dizaines, peut-être des centaines de personnes par jour. Le terrain idéal pour les infections. Et pourtant, cet endroit a aussi une autre fonction. L'information circule ici. Aux latrines, on entend des rumeurs. On échange des phrases rapides. On demande pour un bloc, pour un transport, pour un nom. On dit qu'aujourd'hui, des trains sont arrivés. On dit qu'au Canada, il y a du pain. On dit qu'au Revier, ils sortent ceux qui ont de la fièvre. On dit que les Russes sont proches. On dit qu'il ne faut croire à rien. À Auschwitz, une rumeur peut te maintenir en vie ou te tuer. Si quelqu'un dit qu'il y aura une sélection dans le bloc, tu essaies de cacher ta toux. Si quelqu'un dit qu'un commando reçoit moins de coups, tu essaies de changer de place. Si quelqu'un dit qu'aujourd'hui il distribue une cuillerée en plus, tu essaies d'être le premier dans la file. Mais chaque rumeur est aussi un hameçon. Bouger là où tu ne dois pas, être là où tu ne dois pas, regarder ce que tu ne dois pas, peut faire de toi une cible. Tu sors des latrines en te sentant sale, exposé, réduit à un corps qui fonctionne à coups de matraque. C'est exactement ça, le but. Un nouveau sifflet, un nouveau cri. Commandos entre-tonnes. Formation pour les commandos de travail. Tu te places dans la colonne assignée. Aujourd'hui, tu es affecté à l'excavation et au transport de terre. C'est l'un des travaux qui détruit le plus vite un corps affaibli. Creuser dans un sol dur, porter du poids, pousser des brouettes, répéter le mouvement jusqu'à ce que les bras deviennent du caoutchouc. Les SS vous encadrent. Avec des fusils. Chargés. Certains tiennent tant des bergers allemands qui tirantent sur les laisses, toujours au bord de l'attaque. Le chien est un autre outil. Il ne mord pas seulement. Il humilie. Aboiement, tension, peur. Toujours la peur. En passant une des portes intérieures, tu vois la phrase qui se répète comme une moquerie, parfois en métal, parfois dans la bouche d'un garde, parfois seulement dans ta tête.
brûlé au fer rouge depuis le premier jour. Arbeit macht frei. Le travail rend libre. Ici, le travail ne libère pas. Ici, le travail tue. La marche commence. On vous oblige à avancer par 5, au pas cadencé. Si quelqu'un sort de la file, coup. Si quelqu'un prend du retard, coup. Si quelqu'un trébuche, coup. Tu apprends à regarder le sol sans lever la tête, mais aussi à surveiller du coin de l'œil. Une pierre peut te faire tomber, et une chute peut être la fin. Certains jours, à certains endroits du complexe, il y a un orchestre de prisonniers forcés de jouer. Violon, clarinette, trompette, une musique joyeuse au-dessus de corps affamés. Une mélodie qui, dans une autre vie, pourrait accompagner un dimanche. Ici, elle accompagne le chemin vers l'épuisement. L'ironie est si absurde que ton esprit, parfois, se protège en se déconnectant, comme s'il écoutait de loin. Tu marches, le froid mord, la respiration te brûle de l'intérieur. Les ampoules de la veille se rouvrent dans les sabots. Chaque pas est une pointe de douleur, mais tu ne peux pas t'arrêter. Si tu regardes sur les côtés, tu vois la machinerie du lieu, barbelés, tours, baraques, de la fumée au loin. Parfois, une odeur douceâtre et lourde qui te prend à la gorge. Parfois, des cendres qui tombent comme une neige sale. Parfois, un ciel rougeâtre, même avant l'aube. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique ce que cela signifie. Tu l'as compris vite. Ici, l'air lui aussi peut être un rappel. Vous arrivez au lieu de travail. Un capot hurle des instructions. Il faut ouvrir une tranchée longue et profonde dans un délai impossible. Et il ajoute la menace que tu connais déjà. Si vous ne finissez pas à temps, il n'y aura pas de nourriture le soir pour personne. Ce n'est pas une métaphore. C'est déjà arrivé. La punition collective est une arme parfaite. Elle transforme les prisonniers en policiers d'eux-mêmes. On te donne une vieille pelle, échardée. Tu commences à creuser dans un sol partiellement gelé. Chaque coup fait vibrer tes bras jusqu'aux épaules. Tes mains, nues ou dans des gants déchirés, se crevassent. Les ampoules éclatent. Le sang se mélange à la boue. Tu creuses, encore et encore. Le dos hurle. Les épaules brûlent, les jambes tremblent. L'estomac vide se tord. Tu vois des vertiges, des taches noires dans le champ de vision. Tu continues à creuser parce que l'alternative n'est pas le repos. L'alternative, c'est la matraque. L'alternative, c'est tomber et ne plus se relever. Les capos passent entre les rangs. Leur matraque s'abat sur quiconque ralentit. Si quelqu'un cesse de bouger complètement, on le traîne sur le côté. Parfois, un garde lui tire dessus. D'autres fois, on le laisse là jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. C'est ce savoir-là qui te maintient en mouvement quand le corps n'en veut plus. Les heures deviennent une masse épaisse. Le temps se mesure en pelletées, en halètements, en aboiements, en cris. Tu penses un instant à ta vie d'avant. Une cuisine, une assiette chaude, une voix familière. Tu te forces d'aller l'écarter. Penser trop au passé t'affaiblit. Ici, pleurer ne sert à rien. Et ça peut te mettre en danger. En fin de matinée, le capot décide qu'il faut transporter la terre à un autre endroit. Des brouettes apparaissent, certaines sans roue complète, certaines si tordues que pousser est une torture. Tu charges la terre humide et lourde. Tu pousses, la boue te freine. Les sabots te glissent, les bras brûlent. Chaque aller-retour te vole un peu plus de force. Sur le chemin, tu passes après d'autres commandos. L'un porte des pierres, l'autre traîne des troncs, l'autre dégage la neige d'une route. Tu vois des visages comme le tien, yeux creusés, peau tendue, regards ceux qui n'attendent plus plus rien. Parfois, en une fraction de seconde, tu croises un regard et tu reconnais quelque chose, le même effort pour ne pas tomber, le même calcul silencieux de survie. Un garde crie, un chien se jette. Quelqu'un a réagi trop tard.
Quelqu'un a regardé là où il ne fallait pas. Le chien mord une cuisse. Le sang apparaît d'un coup. L'homme ne se permet pas de crier longtemps. Crier, c'est la faiblesse. La faiblesse attire d'autres coups, et la journée continue comme si de rien n'était. Autour de midi, le sifflet annonce une courte pause. Ce n'est pas un repos, c'est une interruption calculée pour que le corps ne s'effondre pas totalement avant de repartir. Vous vous mettez en file devant une énorme marmite. Celui qui sert est un autre prisonnier. Parfois, il essaie de répartir équitablement. Parfois, s'il a peur, il donne plus au capot et moins aux autres. Parce que le capot regarde. Il regarde toujours. Ce qu'on vous sert s'appelle une soupe, mais ce n'en est presque pas une. La louche laisse tomber dans ta gamelle un liquide grisâtre, presque transparent, avec quelques feuilles de chou ou des morceaux de navet qui flottent. Aujourd'hui, il y a une petite pomme de terre, coupée, et ça ressemble déjà à un miracle. Tu approches la gamelle de ton visage. L'odeur est si faible, vaguement aigre. Et pourtant, ton corps réagit comme si c'était un festin. Tu bois lentement, en tirant chaque gorgée. Les morceaux de légumes, tu les mâches avec soin, comme si mâcher davantage pouvait créer des calories. Tu sais que non. Mais le cerveau essaie de se tromper. La gamelle en métal est l'un de tes rares objets personnels. Si tu la perds, tu ne perds pas seulement de la nourriture. Tu perds un outil pour boire, pour recevoir la soupe, pour survivre. Alors tu la tiens comme si c'était de l'or. Pendant que tu manges, tu écoutes. Un homme me murmure qu'au Canada, l'entrepôt où l'on trie les affaires volées aux déportés, on peut parfois obtenir un supplément, une pelure de pommes de terre, une cuillerée de confiture, un bouton qu'on échange contre du pain. Le Canada est un massa suite. C'est un endroit dangereux et convoité. Des prisonniers y travaillent et ont accès à ce qui arrive dans les valises, vêtements, nourriture, objets. Pour beaucoup, c'est la différence entre mourir et tenir. Pour d'autres, c'est la raison pour laquelle on les tue si on les surprend à cacher quelque chose sous la chemise. Un autre souffle que le reviré s'était plein. Qu'aujourd'hui, ce matin, des dizaines y sont entrés avec de la fièvre. Que certains n'en sortiront pas. À Auschwitz, l'infirmerie peut être un salut ou une antichambre de la mort. Si tu es blessé et qu'on te soigne, peut-être que tu survis. Si tu es trop faible, peut-être qu'on te désignera à la prochaine sélection. Un troisième murmure autre chose. Que cette nuit, sur la rampe, ils ont déchargé un transport entier. Que la plupart est parti direct. Direct est un mot qui, ici, dit tout sans rien dire. Direct aux chambres, direct à la fumée. La pause se termine trop vite. Un cri, un coup contre un poteau. Weiter, los, schnell. Retour aux pelles. Mais le corps n'est plus le même. La soupe, si pauvre, tient à peine. Et le travail la dévore en quelques minutes. Tu creuses, tu pousses, tu portes. Le dos devient une douleur constante, sans pic, comme si ça n'avait plus de sens de distinguer. Tes mains ouvertes durcissent dans la boue froide. Le sang sèche, puis se rouvre. Au milieu de l'après-midi, il se produit quelque chose de courant, un accident minime qui, ici, devient une tragédie. Un prisonnier trébuche avec une brouette. La charge se renverse. La terre se répand. Ce n'est un crime dans aucun monde normal. Ici, c'est un prétexte parfait pour la punition. Le capot accourt. Il ne demande pas. Il n'écoute pas. Il lève seulement la matraque et frappe. Il frappe le dos, les bras, la tête. L'homme essaie de se protéger, mais se protéger est aussi une désobéissance. Le capot
hurle que la terre appartient au Reich, que le travail du Reich ne se gaspille pas. Il frappe jusqu'à ce que le prisonnier ne bouge plus. Puis il regarde les autres. Si vous renversez encore une brouette, je vous prive tous de dîner. Et la punition collective se resserre comme une laisse. Maintenant, tu ne travailles pas, Pam. Pas seulement par peur du capot. Tu travailles par toi-même, mais par peur de tes propres compagnons, qui te regardent avec un mélange de terreur et de rage. C'est l'ingénierie du camp. Transformer la faim en arme pour briser toute solidarité. Tu continues à pousser. À un moment, un garde s'approche pour inspecter. Il regarde tes mains. Il regarde ta posture. Il regarde ta vitesse. Il ne te dit rien. Il t'observe comme s'il évaluait une machine. Puis, il crache au sol et s'en va. Cette indifférence, parfois, fait plus mal qu'un coup, parce qu'elle te rappelle que tu n'es pas un ennemi digne. Tu es un objet. Des heures plus tard, un ordre inattendu tombe. Tout le monde doit interrompre le travail et revenir au camp principal. Tu sais ce que cela signifie. Tu le sais avant même que quiconque le dise. L'exécution publique du prisonnier qui a tenté de s'évader. À Auschwitz, la mort n'est pas seulement une fin. C'est un spectacle de discipline. On vous ramène en colonne. Il n'y a pas de repos. Tu marches avec les jambes raides, les muscles tétanisés, l'estomac à nouveau vide. En approchant, le bruit change. Ce ne sont plus des pelles. Ce sont des voix, des pas, des ordres brefs. On vous rassemble par milliers autour d'une plateforme grossière sur laquelle une potence est installée. La corde pend, immobile, comme si elle attendait. Le condamné apparaît escorté. Il est jeune, le visage enflé, un œil fermé, des entailles. On l'a frappé avant de l'amener. L'intention est claire. Personne ne doit voir du courage. On ne doit voir que la destruction. Un officier SS lit l'accusation. Tentative d'évasion. Crime contre le Reich. La peine et la menace d'étudier la morsa. On oblige tout le monde à regarder. Si quelqu'un détourne les yeux, coup. Capos et gardes surveillant les visages. Ils ne veulent pas seulement l'obéissance. Ils veulent une participation forcée. Ils veulent que la peur s'imprime dans ta mémoire. On le fait monter. On ajuste la corde. Une seconde de silence. Puis, la chaise tombe. Le corps se balance. Il n'y a pas de dignité. Il n'y a pas de compassion. Il n'y a qu'un message, répété sans mots. Personne ne s'échappe. Personne ne sort. Quand c'est terminé, il n'y a pas de deuil. Pas le droit de respirer. Un sifflet. Au travail. Et la journée continue. Vous retournez au chantier d'excavation comme si le spectacle n'avait pas eu lieu. Tes bras sont plus lourds, tes jambes plus lentes, ton esprit plus vide. Le capot exige 30 cm de plus. 30 cm ou rien. 30 cm peuvent te faire la différence entre une soupe le soir et la faim absolue. 30 cm peuvent faire la différence entre une raclée et l'indifférence. 30 cm deviennent l'unité absurde de ton existence. Tu creuses. Encore. Quand le soir tombe, quand le ciel s'assombrit et que le froid s'intensifie de nouveau, le sifflet de fin de journée retentit enfin. Mais il reste la dernière épreuve. Rentrer sans perdre personne. Avant de rentrer, il faut recompter. Personne ne doit manquer. Si un manque, tout le monde sera puni, même s'il est étendu à quelques mètres, inconscient ou mort. Les chiffres correspondent. La colonne se forme. Et vous commencez à marcher de retour. À l'entrée, de nouveau, de la musique. De nouveau une mélodie censée imposer l'ordre à la barbarie. Tu marches la tête baissée. Tu sens la musique s'enfoncer dans ton crâne comme une moquerie. Tu retraverses barbelé, tour, projecteur. Tu reviens au cœur du camp. Et il reste encore l'appel du soir. L'appel du soir est si pire
parce qu'il arrive quand le corps est déjà brisé. Le matin, il restait encore quelque chose qui ressemblait à de la force. Le soir, il ne reste que l'inertie. On vous conduit sur l'Appelplatz. De nouveau des rangs, de nouveau par 5, de nouveau le même rituel mécanique. Mais maintenant, les jambes tiennent mal, les épaules s'affaissent, les yeux se ferment tout seuls. Le froid s'enfonce de nouveau. Tes vêtements sont humides à cause de la sueur du travail et de la neige fondue dans la boue. L'humidité ne réchauffe pas. L'humidité vole la chaleur. Tu sens tes os se refroidir. Un garde-passe crie « Stillgestanden !» Immobile. Ne bouge pas. Ne tremble pas. Ne respire pas trop fort. Le corps n'obéit pas. Il tremble. Et pour cela, parfois, on te frappe. Pas pour ce que tu fais, pour ce que ton corps ne peut pas éviter. Le comptage du soir commence. Les officiers parcourent dans de nouveau les rangs. Une autre liste, une autre vérification. L'obsession de savoir combien vous êtes. Pas par humanité, par propriété. Pour le système, chaque prisonnier est une pièce. S'il en manque une, il faut savoir pourquoi. Les chiffres mettent du temps à correspondre. Il en manque un. Ou du moins, c'est ce qu'ils disent. Ils commencent à veiller, ils commencent à vérifier. La punition s'étire. 1 demi-heure de plus, 1 heure de plus. Tes pieds, dans les sabots, sont des blocs de glace. Tes doigts sont raides. La peau de ton visage te brûle. Ton nez fait mal comme si on te le serrait avec une pince. À un moment, quelqu'un s'écroule près de toi. Pas comme le matin. Il s'effondre d'épuisement. Le capot s'approche, le frappe, lui crie dessus. L'homme ne se relève pas. 2 prisonniers tiques le prennent sous les aisselles. Ils le traînent pour le maintenir dans le rang. Oui, ils le tiennent comme une poupée pour que le comptage puisse continuer. Parce que même s'il ne peut pas rester debout, son numéro doit être à sa place. Finalement, les chiffres correspondent. Parfois, le manquant réapparaît. Parfois, il est franc. Il est mort. Parfois, il était dans le mauvais bloc. Parfois, la liste est fausse. Est fausse. La vérité n'a pas d'importance. Seul compte que l'officier dise que c'est fini. Un sifflet. Abtreton. On vous laisse retourner aux baraques. En chemin, tu vois quelque chose qui est toujours là et qui pourtant ne devient jamais normal. Une charrette chargée de corps. Des prisonniers affectés au Leichen. Fatés au Leichenkommando, la pouste. Des bras pendent, des têtes basculent, peau grise. Dans une autre vie, tu aurais détourné le regard par respect. Ici, détourner le regard est un réflexe de survie. Regarder trop longtemps peut te briser. Et se briser te tue. Tu arrives au baraquement. Le dîner t'attend. La ration de pain noir et le sang à sol est le centre de tout. Environ 300 grammes par personne, parfois moins. C'est compact, humide, souvent partiellement moisi, mélangé à des ingrédients bon marché pour donner du poids. Parfois, il y a une fine couche de margarine rance. Parfois, lors de jours rares, un petit morceau de saucisse de la taille d'un doigt. Aujourd'hui, il n'y a rien en plus, seulement du pain. Ce pain, c'est ton dîner d'aujourd'hui et, en théorie, ton petit déjeuner de demain. C'est une décision cruelle. Tout manger maintenant et dormir avec l'estomac un peu moins vide, ou en garder une partie et te coucher pendant que la faim morde encore. Garder est aussi dangereux. Le pain se vole. La nuit, dans le noir, une main peut se glisser sous tes vêtements, sous ta tête, dans ta veste. Et si on te le prend, tu n'as personne à qui réclamer. Réclamer, c'est se battre. Se battre, c'est attirer l'attention. Et attirer l'attention est dangereux. Tu coupes le pain, tu coupes le pain en 2. Tu manges une moitié lentement, bouchée par bouchée, en mâchant chaque miette longtemps pour prolonger la sensation. L'autre moitié, tu l'enveloppes et tu la caches dans un endroit inconfortable, contre la peau,
là où toi seul peux la sentir. Autour de toi, le marché clandestin se déploie. Un homme échange une cigarette contre un morceau de pain. Les cigarettes sonnées sont une monnaie. Ceux qui ne fument pas s'en servent pour acheter de la nourriture, des faveurs, une place sur une couchette, du silence. Une autre personne propose une cuillerée de margarine contre un bout de tissu. Quelqu'un demande une aiguille pour repriser sa veste. Un bouton peut signifier que le froid ne t'ouvrira pas la poitrine demain. Les plus désespérés se vendent pour des miettes. Les plus forts volent. Les plus faibles se laissent voler parce qu'ils n'ont pas l'énergie de se défendre. La morale n'a pas de place ici. La morale est un luxe de celui qui n'a pas faim. Dans un coin, un homme tente de réparer son uniforme. Les manches sont déchirées. Si demain il apparaît avec la veste ouverte, un garde peut l'accuser de sabotage ou d'indiscipline. À Auschwitz, les vêtements sont un autre piège. On te donne des chiffons, mais on exige qu'ils aient l'air corrects. Sinon, coup. Près de la porte, le capot entre pour inspecter. Il regarde vite. Il cherche la moindre excuse. Une conversation trop forte. Un groupe trop serré. Un mouvement qui ressemble à une organisation. S'il soupçonne quelque chose, il frappe. S'il en a envie, il frappe. Aujourd'hui, il repart sans faire grand-chose. C'est aussi un soulagement. Ici, le soulagement, c'est qu'on t'ignore. Tu vas au lavoir. C'est un mot généreux. Ce sont des robinets qui laissent te couler une eau glacée dans une rigole. Pas de savon, pas de serviette. Et pourtant, tu te laves le visage, les mains, peut-être le cou. L'eau fait mal aux doigts, comme si on y plantait des aiguilles. Mais tu as besoin de sentir, ne serait-ce que quelques secondes, qu'il existe une frontière minimale entre ta peau et la saleté de la journée. Certains prisonniers essaient de débarrasser leurs vêtements des poux. Ils approchent l'uniforme d'un poil qui n'existe pas, ou ils le frappent pour faire sortir les parasites. D'autres arrachent les coutures avec des ongles sales à la recherche d'œufs blancs collés au fil. C'est inutile. Les poux reviennent. Le camp a été conçu pour cela. La saleté n'est pas un accident, c'est une méthode. À l'intérieur du baraquement, la toux résonne comme un cœur. Tout sèche, tout grasse, tout qui semble déchirer les poumons. Quelqu'un a de la fièvre et délire. Un autre se plaint à voix basse. Un autre ne parle pas. Il regarde seulement le plafond. Un petit groupe se rassemble autour d'un homme qui murmure des prières. C'est un rabbin. Ces mots, à peine audibles, ramènent des fragments d'un monde qui n'existe plus. Des prières, des psaumes, des phrases en hébreu. Certains les répètent, d'autres écoutent seulement. Certains ont perdu la foi. D'autres s'y accrochent parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas leur confisquer. Toi, tu écoutes de loin. Tu ne sais pas ce qu'il reste en toi. Ici, la foi peut être un manteau. Elle peut aussi être une douleur. La seule chose certaine, c'est que tu es épuisé. Avant de remonter sur la couchette, tu regardes ton bras. Le numéro tatoué ou cousu, symbole de ta nouvelle identité. Ici, ton nom n'a pas d'importance. Le numéro compte. Le triangle compte. Ce que le système dit que tu es. Tu montes, en faisant attention à ne marcher sur personne. Tu te glisses dans l'espace. Les corps se calent les uns contre les autres. Dos contre dos. Poitrine contre dos. La proximité n'est pas de la tendresse. C'est une survie thermique. Si tu t'écartes, tu te refroidis. Tu es coincé dans quelques centimètres. Mentionner un mouvement est impossible. Pour te retourner, il faut se coordonner avec les autres, comme si vous étiez un seul organisme. Chaque os te fait mal. Les plaies aux hanches transforment le contact avec le bois en supplice. Les mains pulsent. La gorge brûle d'avoir respiré de l'air glacé si longtemps. Et pourtant, le sommeil te gagne. Le corps s'effondre par pure nécessité. Ta dernière pensée avant de t'endormir est simple. J'ai survécu à une journée de plus. La pensée suivante arrive collée
inévitable. Je ne sais pas si je survivrai demain. Mais le sommeil à Auschwitz n'est jamais profond. Ce n'est pas dormir, c'est s'éteindre. Le baraquement respire, pas comme un lieu vivant, mais comme une caisse remplie de corps qui luttent pour garder un peu de chaleur. Tu entends le craquement du bois quand quelqu'un essaye de bouger sans réveiller les autres. Tu entends la toux, toujours la toux, comme un conte à rebours. Tu entends des gémissements étouffés. Tu entends des chuchotements dans des langues que tu ne comprends pas, parce qu'ici se mêlent langue, prière, insulte et délire. Par moments, l'odeur change. Par moments, une bouffée de fumée entre. Tu ne la vois pas, tu la sens dans ta gorge. Elle brûle. Elle t'oblige à avaler ta salive. C'est l'air du complexe, un air qui charrie ce qui se passe à quelques mètres. Crématoire, fosse, feu, cendre. L'obscurité n'apporte pas la paix. Elle apporte un autre type de peur. Parce que la nuit, eux aussi peuvent venir. Parfois, un capot entre avec une lampe et désigne un homme. Toi. Et ce « toi » peut signifier un transfert, une punition, le revier, un bloc d'où l'on ne revient pas. Personne ne demande. Personne n'ose. Parfois, une sirène retentit. Blocage. Bloxper. Tout le monde doit rester à l'intérieur, immobile. Les conversations s'éteignent. L'air se remplit de retenue. On entend des pas d'or. Des projecteurs qui passent par les fentes. Des voix de garde. Si quelqu'un regarde par la fenêtre, coup! Si quelqu'un bouge, coup! Parfois, c'est parce que quelqu'un a tenté de s'évader. Alors la punition est collective. Et collective, le comptage recommence. Les prisonniers restent debout pendant des heures, même la nuit, jusqu'à ce que le corps cède. Cette nuit-là, le froid n'est pas seulement une température. C'est une méthode. Aujourd'hui, vers minuit, la porte s'ouvre. Un garde crie. Le capot répond par un cri plus fort. En quelques secondes, le baraquement entier s'active comme un animal effrayé. « Raus! Tous dehors! » Pas le temps de comprendre. Tu descends de la couchette comme tu peux. Tu trébuches. Tu piétines. Tu t'excuses sans voix. Personne ne t'entend. La peur commande. Dehors, l'air coupe. La nuit est un puits. L'appel Platz se remplit de nouveau, cette fois de silhouettes. Il en manque un. Voilà ce qu'ils disent. Encore un numéro qui ne colle pas. Encore une file qui doit tenir jusqu'à ce que la bureaucratie se calme. 40 minutes passent. 1 heure passe. La fatigue est un liquide lourd dans les articulations. Tes yeux se ferment. Tu te réveilles avec un choc sur le côté. Le prisonnier à côté de toi a vacillé et t'a entraîné. Si vous tombez, on vous frappe. Alors tu te forces à le maintenir debout avec l'épaule, sans que cela se voie. Pas par bonté, par survie partagée. Au bout du compte, le manquant réapparaît. Il était dans un autre bloc, où il était mort et on l'a trouvé tard, où le scribe a mal compté, peu importe. Seul compte que l'officier dise « ça suffit ». Vous retournez au baraquement. Tu remontes sur Diane Giovanni sur la couchette, le corps s'effondre de nouveau. Dans le noir, tu sens une main chercher sous ta veste. Ce n'est pas un fantôme, c'est un prisonnier. Il cherche du pain, il cherche ta moitié cachée. Ton cœur accélère. Si tu l'affrontes, il peut y avoir une bagarre. S'il y a bagarre, le capot arrive. Si le capot arrive, il frappe les deux. Si on te prend le pain, demain tu te réveilles sans rien. Tu bouges le coude avec précaution, tu presses l'étoffe là où tu as caché le morceau. La main se retire. Tu ne sais pas s'il renonce ou s'il ira chercher ailleurs. Tu ne sais pas si demain on te le volera. Tu sais seulement que tu as gagné quelques heures. Et ainsi passent les heures, entre faim, sommeil brisé et vigilance silencieuse. Vers 2 heures, quelqu'un délire. Il dit des noms, il dit une adresse. Il dit « maman » dans un murmure qui ne semble pas humain.
Un homme proche lui couvre la bouche doucement, non par cruauté, mais par peur. Si les gardes entendent du bruit, ils entrent. S'ils entrent, tout empire. Un moment plus tard, le silence revient. Et dans ce silence, quelque chose d'inattendu apparaît. Des souvenirs. Ton esprit, même ici, essaie de s'accrocher à des images. Une odeur de pain sortant d'une boulangerie, une table, une main, un nom, une rue bordée d'arbres, le visage de quelqu'un que tu ne reverras peut-être jamais. Le souvenir ne nourrit pas, mais parfois, il maintient l'esprit debout. Puis le sommeil te prend de force, et quand tu crois que 5 minutes ont passé, le sifflet revient. Parce qu'à Auschwitz, la nuit ne ferme pas la journée. Elle la coupe en deux. Mais pour comprendre pourquoi une seule journée pouvait ressembler à une vie entière, il faut regarder le seuil. Le moment où tu es entré pour la première fois. Avant 3h30, avant le sifflet, avant l'uniforme rayé, il y a eu un voyage. Un wagon à bestiaux fermé, sans fenêtres, avec un seau au sol pour des dizaines de personnes. Des heures, des jours, l'air devenant irrespirable, la soif comme un incendie dans la bouche, des gens essayant de boire la condensation sur les parois, des enfants pleurant jusqu'à ne plus avoir de voix, des adultes qui, à un moment, ont cessé de parler parce que parler ne servait plus à rien. Quand le train s'est arrêté et que les portes se sont ouvertes, l'air froid est entré comme un choc. Des lumières, des chiens, des cris, des ordres et surtout, la hâte. La hâte de descendre, la hâte de se mettre en rang, la hâte d'être séparé de la personne à côté de toi, la hâte pour que tu n'aies pas le temps de poser des questions. Là, sur la rampe, des vies se décidaient en secondes. Un geste à gauche, un geste à droite, un regard rapide sur tes mains, sur tes jambes, sur ton âge, sur ta posture. Si tu paraissais fort, on t'envoyait au travail. Si tu paraissais faible, on t'envoyait direct. Ce mot que personne ne prononçait à voix haute. À cet instant, Auschwitz t'enseignait sa logique. Ici, l'existence se mesure à l'utilité. Parfois, la seule chose qui te sauvait, c'était un mensonge. Dire que tu as 20 ans alors que tu en as 17. Te tenir droit alors que tu as la tête qui tourne. Te mettre sur la pointe des pieds pour paraître plus grand. Sourire par réflexe, même si à l'intérieur tu es brisé. De petits gestes qui, dans la vie normale, ne signifient rien. Ici, ils signifiaient respirer une nuit de plus. Si tu passais la première sélection, venait le second rituel, la désinfection. On te poussait vers un bâtiment où l'on t'obligeait à te déshabiller encore, cette fois non devant des médecins, mais devant des gardes. On te rasait les cheveux, on te rasait le corps, on t'enlevait le dernier reste d'identité, on te jetait sous une douche qui pouvait être glacée ou bouillante. Parfois, ce n'était même pas de l'eau. C'était un liquide qui brûlait la peau, conçu pour tuer les parasites et, au passage, te rappeler que tu n'avais plus le contrôle. Puis venait le numéro. À Auschwitz, dans beaucoup de cas, le numéro était tatoué sur le bras. Ce numéro devenait ton nouveau nom. Un garde pouvait le prononcer sans te regarder au visage. Il pouvait l'écrire sur une liste sans que personne ne sache qui tu étais. Il pouvait le coudre sur tes vêtements. Avec le numéro, tu devenais une ligne comptable. Ensuite, tu apprenais les codes. Le triangle sur l'uniforme, la couleur, la lettre, les symboles qui te classaient. Chaque marque te plaçait dans une catégorie, et chaque catégorie pouvait changer ton traitement, ton travail, ta probabilité d'être frappé ou ignoré. Tu apprenais aussi la hiérarchie interne. À Auschwitz, les SS ne faisaient pas tout seuls. Il existait un monde intermédiaire de prisonniers ayant du pouvoir. Des kapos qui dirigeaient les commandos, des blockheltests qui contrôlaient les baraques, des scribes ayant accès aux listes et aux rations. Certains utilisaient ce pouvoir pour survivre sans détruire les autres.
D'autres l'utilisaient comme une autorisation à devenir ce que le système voulait, des instruments de terreur. Dès ton premier jour, tu apprenais vite que le mot normal se désintégrait, qu'il n'y avait pas d'intimité, que la nudité était un outil, que la faim était constante, que le temps ne t'appartenait pas, que le corps pouvait être frappé pour des raisons invisibles. Et surtout, tu apprenais qu'Auschwitz était un système conçu pour épuiser. Voilà pourquoi une seule journée, celle que tu viens de traverser, ressemble à une chaîne infinie. Ce n'est pas seulement le travail. C'est la façon dont le travail se combine au froid, au comptage, à l'humiliation, à l'incertitude. Parce que la terreur la plus efficace ici n'était pas toujours le coup, même si le coup était partout. C'était l'imprévisibilité. Ne pas savoir s'il y aura une sélection aujourd'hui. Ne pas savoir si aujourd'hui on te changera de commando. Ne pas savoir si aujourd'hui quelqu'un te volera ton pain. Ne pas savoir si aujourd'hui, en rentrant, il y aura une punition pour quelque chose que tu n'as pas fait. Ne pas savoir si l'atout que tu entends à côté de toi sera la tienne demain. Et pendant que toi tu creusais une tranchée, ailleurs dans le complexe, d'autres routines tout aussi impitoyables se déroulaient. Au quai de Canada, par exemple, des prisonniers triaient des montagnes de valises, de vêtements, de chaussures, de jouets, de photographies. Des objets ayant appartenu à des familles qui, bien souvent, étaient déjà mortes. Là, au milieu des tissus et des odeurs de parfums bon marché, on pouvait trouver un morceau de nourriture cachée, un manteau utile, un bouton. On pouvait aussi tomber sur la photo d'une petite fille qui sourit. Et cette image pouvait te briser de l'intérieur plus sûrement qu'une matraque. Dans les blocs de punition, la journée était un autre enfer. Des cellules minuscules, parfois où l'on reste debout, sans pouvoir s'asseoir. Manque d'air, obscurité, punition pour avoir tenté d'avoir de l'eau, pour avoir parlé, pour avoir regardé. Là-bas, le corps ne s'épuise pas lentement, il se casse. À l'infirmerie, le revier, certains tentaient de soigner avec ce qu'ils n'avaient pas. Un morceau de tissu propre était un luxe. Un peu d'eau chaude était un miracle. Un prisonnier ayant des connaissances médicales pouvait sauver quelqu'un d'une infection. Mais le médecin SS pouvait aussi arriver et décider que ce lit ne vaut rien. Et alors le revier cessait d'être un refuge. Dans les crématoires, les membres du Sonderkommando vivaient une existence à part, isolés, surveillés, forcés de gérer la faim des autres. Leur journée ne se mesurait pas en pelletée. Elle se mesurait en arrivée, en porte qui se ferme, en silence, en cendres. Un travail imposé sous menace permanente, avec la certitude que, tôt ou tard, eux aussi seraient éliminés pour effacer les témoins. Et sur la rampe, la scène se répétait encore et encore à chaque transport. Des familles qui descendaient sans comprendre, des vieillards portés dans les bras, des mères avec des bébés, des adolescents essayant de paraître plus âgés, des enfants cherchant une main. Pour la plupart, Auschwitz n'était pas une journée. C'était une séquence courte. Descendre du train, attendre, être désigné, marcher, disparaître. Cette différence, mourir en quelques heures ou tenir des années, n'est pas facile à regarder. Mais elle aide à comprendre pourquoi, pour certains, survivre à une journée était à la fois une victoire et une condamnation. Il y en a qui, face à cette réalité, s'approchaient des barbelés électrifiés pour se donner la mort rapidement. Pas par lâcheté, par désespoir, par épuisement, par désir d'en finir avec une angoisse sans issue visible. Même cela, même la décision personnelle la plus extrême, était conditionnée par le système. La journée que tu as suivie n'inclut pas tout. Elle n'inclut pas le bruit d'un train arrivant sur la rampe. Elle n'inclut pas le cri d'une mère à qui l'on arrache un enfant. Elle n'inclut pas l'instant précis où une porte se ferme.
Elle n'inclut pas le bruit du gaz. Elle n'inclut pas le silence qui vient après. Mais ces éléments étaient dans l'air, dans les rumeurs, dans la fumée, dans les regards. C'est pour cela que, quand quelqu'un dans la baraque chuchotait « Aujourd'hui, des trains sont arrivés », ce chuchotement pouvait te glacer plus que le vent. Et c'est pour cela que, quand tu pensais « J'ai survécu à une journée de plus », cette phrase avait un double poids, soulagement et peur. Parce que survivre signifiait réentrer dans le cycle, remettre ton corps en jeu, réentendre le sifflet. Auschwitz a été conçu pour cela. Faire du temps d'une arme. Faire de chaque heure quelque chose d'interminable. Faire que, même si le corps respirait encore, quelque chose à l'intérieur s'éteigne peu à peu. Et pourtant, même là, il y a eu des gestes minuscules qui défiaient la logique du système. Une main qui pousse un autre pour qu'il ne tombe pas. Un mot dans une langue étrangère qui signifie « tiens bon ». Un morceau de pain partagé en deux. Un nom répété à voix basse pour qu'il ne disparaisse pas. Ce ne sont pas des histoires de victoire, ça est des histoires de victoire. Ce sont des histoires de rire, des histoires de résistance au sens le plus littéral. Résister pour atteindre l'heure suivante. C'est ça. Le vertige que laisse Auschwitz, quand on le regarde de près, l'horreur n'avait pas besoin d'exception. Elle pouvait être routine. Elle pouvait être une journée normale. Dans cet univers fermé, la survie n'était pas une idée abstraite. C'était une technique. Une série de petites décisions répétées qui pouvaient additionner une journée de plus ou la terminer dans une tranchée. Tu apprenais à lire l'humeur des gardes à la façon dont ils marchaient. Tu apprenais à reconnaître un capot au bruit de ses pas. Tu apprenais à regarder les bottes, pas les visages. Parce que regarder un SS dans les yeux pouvait être interprété comme un défi. Tu apprenais à ne pas courir trop vite, parce que courir semblait suspect, mais à ne pas marcher lentement, parce que la lenteur était un prétexte au coup. Tu apprenais à économiser ton énergie sans que ça se voie, à travailler à un rythme constant pour ne pas te faire remarquer, à respirer par le nez quand l'air coupait, parce qu'ouvrir la bouche desséchait la gorge et la toux était dangereuse, à ne pas mouiller tes pieds si tu pouvais l'éviter, parce qu'un pied humide en hiver pouvait pourrir, à faire sécher tes sabots près d'un corps tiède, même si ça sentait mauvais, parce que l'odeur valait mieux que la glace. Tu apprenais aussi à négocier. Ici, le mot « organiser » signifiait obtenir quelque chose sans être vu. Un fil pour coudre, un morceau de tissu, une cuillerée de soupe plus épaisse, une place dans un commando moins mortel. L'économie du camp fonctionnait à coups de miettes, de services et de peur. Une cigarette pouvait acheter un pansement, un bouton pouvait acheter un conseil, une information pouvait valoir plus que du pain, si cette information te prévenait d'une sélection. Et malgré tout, tu apprenais aussi à reconnaître le moment où quelqu'un n'en pouvait plus. Les prisonniers utilisaient un terme brutal. Le bastion musulman, celui qui ne marchait plus avec une volonté, celui qui avançait comme un corps vide. En voir un, c'était regarder un miroir de l'avenir. Parfois, quelqu'un essayait de le soutenir à l'épaule pendant l'appel. Parfois, de lui partager une gorgée de café chaud. Parfois, rien ne suffisait. Le système TTM était conçu pour que rien ne suffise. L'esprit aussi cherchait des ruses. Certains racontaient des histoires billes à voix basse, comme si chaque détail d'une vie d'avant était une corde à laquelle se tenir. D'autres récitaient de mémoire des poèmes, des chansons, des recettes, des noms de rues, des dates. Pas pour se divertir, mais pour se prouver qu'ils pouvaient encore penser, qu'ils étaient encore quelqu'un. Il y avait une règle silencieuse que presque tous finissaient par apprendre. À Auschwitz, le plus précieux n'était pas la force, mais la capacité de ne pas se briser complètement. Parce que le camp ne tuait pas seulement avec des armes, il tuait avec la routine, il tuait avec l'usure,
Il tuait avec l'impression que demain serait pareil, et après-demain aussi. Voilà pourquoi, quand une main offrait une demi-miette, ce geste avait un poids énorme. Il ne changeait pas le système, mais il changeait une minute. Et parfois, là-bas, une minute pouvait tout décider. Tu apprenais aussi quelques mots d'allemand, non pour parler, mais pour comprendre l'essentiel. Schnell voulait dire « dépêche-toi ». Links, rechts voulait dire qu'une décision approchait. Achtung voulait dire qu'un coup arrivait. Appel voulait dire que tu allais rester immobile jusqu'à ne plus rien sentir. Comprendre un mot une seconde plus tôt pouvait éviter d'être au mauvais endroit. L'hygiène était une autre bataille impossible. Tu savais qu'une petite blessure pouvait s'infecter. Tu savais qu'un rhume pouvait devenir une pneumonie. Mais l'eau était glacée, le savon n'existait pas et le temps était chronométré. Malgré cela, certains se lavaient le visage chaque soir comme un rituel. Pas pour être propre, mais pour l'identité. Tant que je peux me laver, je suis encore quelqu'un, disait un vieux prisonnier, une fois, avant de disparaître lors d'une sélection. Il y avait des silences plus dangereux que les cris. Le silence après une raclée, quand personne n'osait bouger. Le silence quand quelqu'un mourait sur la couchette et que les autres faisaient semblant de ne pas le voir pour ne pas attirer l'attention. Le silence quand passait la charrette des cadavres et que toute la baraque respirait au même rythme, comme si la peur avait une cadence. Et pourtant, à l'intérieur de ce silence, existait de petites formes de résistance qui ne ressemblaient pas à ce que le monde appelle résistance. Résister, ici, pouvait être garder un nom, se souvenir d'un anniversaire, partager un mot dans ta langue avec quelqu'un qui ne parlait pas la même, te redresser devant un médecin juste pour t'obliger à ne pas céder. Parfois, c'était aussi choisir, dans un instant, de ne pas devenir ce que le camp voulait. Parce que le système poussait tout le monde vers la même chose. Voler, dénoncer, piétiner celui qui tombe pour gagner de la place. Et même si beaucoup le faisaient, d'autres tentaient de préserver une ligne minimale. Pas par bonté abstraite, mais parce que franchir cette ligne signifiait perdre la dernière chose qui leur appartenait. Cette lutte intérieure était invisible de l'extérieur. Mais dedans, elle était aussi réelle que le froid. Voilà pourquoi, quand quelqu'un disait « Tiens bon jusqu'à la nuit », ce n'était pas une phrase de motivation. C'était un plan. Découper la journée en morceaux gérables. Tenir jusqu'au déjeuner. Tenir jusqu'à la fin du travail. Tenir jusqu'au comptage. Tenir jusqu'à toucher le pain. Tenir jusqu'à fermer les yeux. Ainsi, minute par minute, le camp essayait d'avaler la vie. Et minute par minute, certains refusaient de la laisser tomber complètement. Les jours où courait la rumeur que le front approchait, le camp changeait de température morale. Température morale. Certains s'autorisaient à imaginer une libération. D'autres, plus aguerris, se méfiaient de tout. L'espoir pouvait te lever de la couchette, mais il pouvait aussi te distraire et te mettre en danger. À Auschwitz, même l'espoir devait se doser avec prudence. La nuit, quand le corps finissait par s'éteindre, l'esprit se rebellait parfois en rêve. Tu réentendais une porte de wagon se refermer. Tu revoyais une file interminable. Tu te réveillais le cœur affolé et il te fallait quelques secondes pour te rappeler où tu étais. Cette seconde de confusion pouvait être la plus cruelle parce qu'elle te rendait la conscience d'un coup. Ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Et quand le sifflet revenait, ce n'était plus un son, c'était une sentence, répétée jusqu'à ce que le corps ne réponde plus. Il est de nouveau 3h30. Une autre entaille dans l'obscurité. Un autre Aufstehen. Un autre Raus. Un autre Schnell. Une autre répétition. Cette boucle, ce cycle sans sortie, fait partie du mécanisme. Pas de temps pour digérer,
penser, pleurer, récupérer, bouger seulement, obéir seulement, continuer à respirer jusqu'à ce que le système décide que tu n'es plus utile. Ce que tu viens de vivre, pas à pas, est une journée normale à Auschwitz. Il n'y a rien eu d'extraordinaire. Tu n'as pas été envoyé aux chambres à gaz. Tu n'as pas dû travailler au Sonderkommando à manipuler des corps dans les crématoires. Tu n'as pas été victime directe d'une expérience médicale. Tu n'as pas subi une raclée jusqu'au bord de la mort. C'était, dans la mesure du possible, une journée de plus. Et pourtant, chaque minute était marquée par la faim, le froid, la peur, l'humiliation et la possibilité réelle de mourir à tout moment. Maintenant, imagine répéter exactement cette journée 30 fois, 100 fois, 300 fois. Il y a des prisonniers qui ont tenu des années dans le camp. D'autres, au contraire, n'ont eu droit qu'à quelques semaines, le corps et la chance ne leur laissant rien de plus. Les causes de mort étaient innombrables et se superposaient. Il y avait les chambres à gaz qui assassinaient des groupes entiers en quelques minutes. Il y avait l'inanition qui tuait lentement pendant que le corps se dévorait lui-même. Il y avait des maladies comme le typhus, la tuberculose, la dysenterie ou la pneumonie qui trouvaient un terrain parfait dans des organismes affaiblis. Il y avait le travail forcé jusqu'à l'effondrement. Il y avait les exécutions sommaires pour n'importe quelle infraction réelle ou imaginaire. Il y avait les expériences médicales qui transformaient les prisonniers en matériaux de laboratoire. Il y avait les gelures pendant des formations interminables en plein hiver. Il y avait les coupes qui brisaient des côtes et laissaient quelqu'un dans la boue. Et il y avait ceux qui, face à cette réalité, s'approchaient des barbelés électrifiés pour se donner la mort rapidement. Tout cela faisait partie d'un seul et même système. La journée que tu viens de suivre était celle de ceux qui, d'une façon ou d'une autre, tenaient encore debout. Beaucoup n'ont presque pas eu le temps de la vivre. Sur environ 1,3 million de personnes déportées à Auschwitz, environ 1,1 million ont été assassinées. La plupart n'ont jamais eu une journée typique de travail forcé. Ils ont été envoyés directement des trains aux chambres à gaz. Leur vie dans le camp se fut en quelques heures de confusion, d'attente et de terreur avant la fin. Qui était le plus chanceux? Celui qui est mort, et qui est mort sans comprendre vraiment où il était, ni ce qui allait arriver, ou celui qui a tenu des mois dans ces conditions inhumaines? C'est une question impossible. La seule chose certaine, c'est qu'à Auschwitz, le mot « chance » a perdu tout son sens. Tu as parcouru, heure après heure, une journée à Auschwitz. Du sifflet de 3h30 du matin jusqu'au moment où les corps épuisés s'enfoncent dans les couchettes partagées. Tu as traversé l'appel, la sélection, le travail forcé, la soupe claire, l'exécution publique, le pain noir, le froid qui transperce les os et la peur qui ne s'en va jamais. Pour toi, c'était un voyage raconté depuis la sécurité d'un autre temps et d'un autre lieu. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Tu peux arrêter la voix. Tu peux te lever, marcher jusqu'à la cuisine et ouvrir le réfrigérateur. Tu peux te couvrir, boire quelque chose de chaud, regarder par la fenêtre et respirer de l'air propre. Ceux qui ont vécu ce jour-là n'avaient pas cette option. Ils ne pouvaient pas, ne pouvaient pas sortir du récit. Ils ne pouvaient pas s'échapper de l'histoire. Et pourtant, au milieu de cet enfer, certains ont gardé des gestes qui rappelaient qu'ils restaient humains. Partager une miette avec quelqu'un qui allait plus mal, aider à relever celui qui tombait, chuchoter une chanson, réciter de mémoire un poème, s'accrocher à un souvenir, murmurer le nom d'un proche pour qu'il ne se perde pas. Ces actes ne changeaient pas le système, mais ils prouvaient que, malgré tous les efforts d'usure pour les détruire, les prisonniers n'étaient pas seulement des numéros ou des corps épuisés.
C'étaient des personnes avec des histoires, des peurs, des souvenirs et une volonté obstinée de rester quelqu'un d'autre que ce que disait l'uniforme rayé. Cette vidéo s'intitule « Ainsi se déroulait une journée dans le camp de concentration d'Auschwitz », mais, en réalité, il ne s'agit pas d'un seul jour ni d'un seul lieu. C'est la condensation de milliers d'ursides et milliers de journées vécues par des centaines de milliers de personnes. Chacune a eu sa propre aube, son propre appel, sa propre pelle, son propre morceau de pain, sa propre nuit d'insomnie, sa propre pensée avant de s'endormir, sans savoir si elle se réveillerait. Si cette histoire t'a bouleversé, partage-la. Ce n'est pas seulement une leçon sur le passé. C'est un rappel jusqu'où peut aller la déshumanisation quand on permet qu'un groupe soit réduit à moins qu'humain. C'est aussi une façon de donner, ne serait-ce que quelques minutes, un visage et une voix à ceux qu'on a traités, comme s'ils ne valaient rien. Mets un j'aime si tu penses que ce type d'histoire d'Amis doit être raconté. Abonne-toi si tu veux continuer à découvrir, avec détail et sans simplification, comment ont réellement été ces années-là. Parce que tant qu'il y aura quelqu'un prêt à écouter ce qu'a été une journée à Auschwitz, il y aura une chance de plus que cela ne se reproduise pas. Et tant que nous nous souviendrons non seulement des chiffres, mais aussi des jours, des visages et des voix, ceux qui sont passés par cet enfer ne seront pas complètement réduits au silence. À la prochaine vidéo, n'oublie jamais.